Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode du pot pourri du lundi en modèle 3. À tout de suite. Pour commencer, un petit retour sur les dernières vidéos. Dans la vidéo sur la V10, j'ai oublié de préciser quelques points, notamment le fait que quand vous rentrez en mode Netflix, vous avez vraiment toute la voiture qui se met en mode cinéma, dans le sens où toutes les lumières d'ambiance s'éteignent, même si vous avez éteint au préalable de manière manuelle les plafonniers s'éteignent dès que vous mettez le mode Netflix. Et l'autre chose que je voulais remarquer, alors je l'ai dit dans la vidéo, mais peut-être pas assez affirmé, la qualité audio est vraiment très très bonne. Donc je faisais la comparaison en disant bon, c'est peut-être pas encore du cinéma, mais ça se rapproche clairement du home cinéma. On est très bien et on est plongé dans le film, même si l'écran ne fait que 15 pouces. La position et même quand on est à l'arrière sur la place centrale est vraiment très confortable. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire de plus niveau affichage de vidéos, notamment quand je vous ai parlé du service Plex. Mais il faut savoir que on peut afficher bien plus de services vidéo à travers la Model 3 depuis la mise à jour. Typiquement, on peut afficher le service MyCanal et avoir la télé en direct. Et je pense que quasiment tous les autres services de vidéo en ligne qui fonctionnent depuis un navigateur web seront aussi compatibles. Autre chose dont je voulais parler, et cette fois-ci ça concerne l'autopilote, euh, j'ai vu une autre amélioration. Je pense que j'avais pas ça du temps de la V9. Je vais essayer de me mettre en autopilote, je ne sais pas si je pourrais vous le montrer par ici. Mais quand on arrive sur une route où on a deux voies qui se créent, donc on passe de une voie à deux voies, par le passé, la transition était un peu erratique et on voyait que la voiture avait tendance à zigzaguer entre les voies. Euh, et là, je viens de le faire. Et au tout début, quand je suis passé de une voie à deux voies, la voiture est restée calée vraiment sur la file de gauche et est passée très naturellement. Il se trouve que là, on est la nuit, il a plu, les lignes sont pas très visibles, donc un peu plus loin, elle s'est un petit peu perdue entre les lignes, mais au début de la manœuvre, ça s'est très très bien passé et il me semble qu'au niveau de la V9, on n'avait pas cette fluidité. Avec euh, une Model 3 équipée de la dernière version du hardware, de l'ordinateur embarqué, ça doit être encore meilleur. Moi, en l'occurrence, j'ai l'ancienne version, donc ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Pour les vidéos que j'ai vues, je pense que c'est encore meilleur. Pour passer à l'actualité, vous l'avez peut-être remarqué, mais Tesla a fait évoluer son modèle Standard Plus en le faisant devenir un peu plus cher, mais en donnant un peu plus d'autonomie. J'ai l'impression que ça va dans le sens de bon niveau de prise de commande de la part de Tesla, du fait qu'il soit assez confortable niveau carnet de commande et que ils aient un peu de mal à fabriquer. Donc, du coup, ils en profitent pour caser un peu plus de batterie dans chaque véhicule qu'ils vendent. Alors c'est peut-être de la spéculation, mais voilà, ça pousse dans le sens où on peut penser que la Model 3 se vend bien, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou dans le monde. Et il y a des signaux qui renforcent cette impression. Quand on regarde côté US, on voit que le délai d'approvisionnement commence à augmenter légèrement. Alors c'est peut-être dû juste à la fin d'année et au fait qu'il y ait plein de gens qui aient besoin de passer commande avant fin d'année et d'être livrés avant fin d'année côté USA. Une autre news du côté Tesla, le fait que maintenant, euh, la clé traditionnelle qui est disponible en option, alors de tête, il me semble que c'est dans les 150 dollars, cette clé va maintenant devenir un peu plus intéressante, un peu plus attractive. Jusqu'à présent, pour ouvrir le véhicule avec cette clé, il fallait vraiment appuyer sur le bouton. Donc on n'avait pas le système d'entrée passive qu'on peut avoir aujourd'hui sur tous les véhicules modernes, à savoir qu'on laisse la clé dans la poche et juste en détectant que la clé est à proximité, quand on ouvre la portière, le véhicule accepte de vous laisser rentrer, de démarrer la voiture. Donc maintenant c'est corrigé et la clé optionnelle permet ce genre de comportement.
Donc autant avant, j'aurais vraiment eu du mal à la conseiller, autant maintenant, je me dis pourquoi pas, dans certains cas d'usage, ça peut être intéressant. Mais de mon côté, au quotidien, je pense que le smartphone, c'est une très très bonne idée. On a toujours son smartphone sur soi et ça laisse la possibilité de partager facilement la voiture entre plusieurs utilisateurs. Tesla Carfan a parlé il y a pas longtemps dans une vidéo de Tesla Phi. J'ai regardé cette vidéo avec attention parce que j'avais auparavant pas eu l'occasion de tester Tesla Phi. J'avais pas mal de réserves par rapport au fonctionnement, la confidentialité, l'usage, le gaspillage côté batterie, côté énergie. Et sa vidéo m'a plutôt rassuré. Donc j'ai tenté l'expérience. Et c'est vrai que c'est assez agréable comme interface. Et ça donne beaucoup d'informations sur l'usage qu'on a de la voiture. Donc j'ai opté pour un essai. En utilisant le code de parrainage de Tesla Carfan, j'ai eu droit à un mois d'essai au lieu de 2 semaines. En revanche, je ne sais pas encore si je prolongerai au-delà de l'essai. De mon côté, au niveau de la configuration du compte, au lieu de donner mes identifiants, donc login et mot de passe, j'ai directement renseigné un token qui permet de mon côté d'être un peu plus sûr de ce qui est fait de mes données. Donc là, ils n'ont pas du tout accès à mon mot de passe, même s'ils disent sur le site qu'il n'y a pas de risque par rapport à ça, parce qu'ils effacent le mot de passe dès qu'ils génèrent eux-mêmes automatiquement le token. Mais on ne sait jamais, donc voilà. Pensez que vous avez ce moyen-là pour vous identifier. Et si vous voulez faire l'essai Tesla Phi, bah, n'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage de Tesla Carfans ou le mien que vous verrez dans les commentaires de la vidéo. Autre vidéo YouTube intéressante que j'ai repérée, et c'est même pas qu'une vidéo, c'est une chaîne, c'est la chaîne Tesla. Alors elle est pas facile, pas facile à dire cette chaîne, mais c'est un propriétaire de Tesla Model 3 qui a une activité taxi au Havre. Et je pense que ça va être une chaîne très très intéressante. Donc là, c'est déjà les débuts et c'est déjà très intéressant. Il se trouve qu'il va passer une bonne partie de son temps en voiture, en modèle 3. Il a déjà là apporté un petit tuto amélioration d'insonorisation et je pense qu'il aura encore beaucoup beaucoup de choses à partager. Donc ça m'intéresse beaucoup ces aventures et je vais suivre ça de manière très assidue. Enfin, une dernière vidéo, une vidéo de Björn Nyland qui parlait il y a quelques temps d'un souci de perte d'autonomie sur sa Tesla Model 3 et il a fini par comprendre que ça pouvait être lié à un problème d'étalonnage de sa batterie. Donc en fait, il n'y aurait pas vraiment de perte d'autonomie, mais c'est juste que la voiture aurait du mal à appréhender combien d'autonomie il lui reste. Et c'est un sujet dont j'ai déjà entendu parler, notamment sur les forums, sur Automobile Propre. Mais de mon côté, j'étais pas tellement inquiet, donc j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que j'avais la perception que de toute façon, les outils qu'on utilisait pour calculer la dégradation de batterie et la perte d'autonomie n'étaient vraiment pas précis. Et en gros, l'information qu'on avait l'impression d'avoir, selon moi, était quasiment dans la marge d'erreur. Typiquement, ce que les personnes font, c'est quand ils rechargent à 100%, ils vérifient quelle est l'autonomie qui est affichée ici en kilomètres. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment Tesla calcule ça et comment Tesla le fait varier dans la vie du véhicule. Et pour pallier à ça et essayer d'étayer un peu ce qu'il a à dire sur le sujet, Björn Nyland a fait l'acquisition d'un adaptateur qui permet d'envoyer des informations avec un module OBD. Donc visiblement, la Tesla Model 3 n'est pas dotée d'un port OBD accessible. Il semblerait que ce soit obligatoire pour des véhicules thermiques, mais que ce soit pas obligatoire pour des véhicules électriques. C'est ce que j'ai cru comprendre. Du coup, ils ont bien un port sur lequel on peut se brancher pour avoir des informations, mais c'est pas un port OBD. Donc, dans un premier temps, il a acheté un adaptateur qui permet de partir du port propriétaire, enfin du port utilisé sur la Model 3, pour ressortir une information au format OBD, donc On-Board Diagnostic. Et il y a branché un dongle, un espèce de petit accessoire qui permet de relier ce port OBD à un smartphone. Depuis le smartphone, il arrive à avoir énormément d'informations sur le comportement de la Model 3, sur la batterie, sur la puissance, sur vraiment tout. C'est très impressionnant. Je ne pensais pas que c'était possible. Et voilà, je pensais que ça valait le coup d'en parler. Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment très intéressés par les données
et ça pourra leur plaire d'avoir accès à toutes ces infos-là. Donc là, il a commencé ses comparatifs pour voir exactement qu'est-ce qui se passait au niveau de sa batterie et comment refaire l'étalonnage. Donc il s'est mis à 0%. Là, à la fin de la première vidéo, il commence à remonter en charge. Je ne sais pas combien de fois il va faire ça, mais ce sera intéressant de voir qu'est-ce que ça donne.